9h, Good Morning Business. Et à 7h47, c'est Christopher Dembick, le chef économiste de Saxo Bank, qui est avec nous ce matin. Bonjour Christopher Dembick, on a besoin de votre éclairage sur plein de points. D'abord les marchés européens, américains qui dévissent, on l'a vu, 3,43 pour le Dow Jones, moins 4 pour le Nasdaq hier, pareil pour Paris, plus de moins 3%. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un peu de... on savait qu'on allait être reconfiné. Parfois, je me pose des questions sur la rationalité des marchés. On sait qu'effectivement, il y a un manque de rationalité quand même très important, puisqu'effectivement, tous les facteurs qui ont joué, qui contribuent aujourd'hui à la baisse des marchés, que ce soit l'élection présidentielle américaine ou encore l'hypothèse d'un reconfinement, un reconfinement qui se met en place d'ailleurs, étaient déjà connus depuis plusieurs semaines. Oui. Donc il n'y a rien de nouveau, j'oserais dire. Mais simplement, les marchés ont cru dans cette hypothèse d'un retour économique, d'une courbe en V qui est effectivement dans certains pays, mais plutôt en Asie, au niveau de la reprise économique. Et c'est vrai qu'il y a eu cet aspect-là qui a beaucoup joué. Ajoutons à cela que les banques centrales ont tenu un discours assez convaincant pendant longtemps, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on va le voir probablement demain, il y a assez peu de nouvelles munitions pour faire face au reconfinement. Donc c'est vrai qu'il y a un retour à la réalité un peu brutale des marchés financiers. Ça va probablement perdurer au moins jusqu'à l'élection présidentielle, sachant qu'on a aussi très peu de visibilité au niveau de l'élection présidentielle. On a déjà des échos concernant les difficultés au niveau du vote par correspondance. Au Michigan, par exemple, un État clé, on a eu la secrétaire d'État en charge du bon déroulé de l'élection qui conseille aux électeurs notamment de ne plus envoyer leurs bulletins par correspondance parce que la Poste ne pourra pas respecter le délai. Et la Cour suprême qui a estimé que dans certains États, on ne pourrait pas prendre en compte, contrairement à ce qui est pourtant la législation des États, on ne pourrait pas prendre en compte les bulletins qui arriveraient après le 3 novembre. Complètement. Donc vous voyez il y a le fameux scénario finalement d'une élection présidentielle un peu contestée qui se dessine, qui se confirme de plus en plus. Et c'est vrai que si ça advenait, bien évidemment, le 4 novembre à l'ouverture des marchés financiers, ça va être extrêmement compliqué. Et il y aura un processus judiciaire qui pourrait durer plusieurs semaines. Couplé avec un plan de relance qui s'éloigne largement. Oui, dans tous les cas, même si à l'instant T, on avait un plan de relance qui était trouvé en termes d'accord, du point de vue processus législatif, ça se tomberait après la présidentielle. Le fait est que, bien sûr, si on a une élection présidentielle disputée, automatiquement, il y aura moins d'inclinaison des deux parties à trouver un accord à ce niveau-là. Alors qu'on voit déjà des signes de fragilité de l'économie américaine, notamment au niveau de la consommation. Donc, il faut vraiment ce plan de relance assez rapidement. Ce qu'on constate aussi sur les marchés, c'est une sorte de basculement de l'Europe et l'Amérique vers l'Asie, avec des marchés asiatiques qui se portent très bien, d'ailleurs des économies qui repartent. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une tendance de fond dans vos analyses économiques? Est-ce que vous dites que cette crise, cette pandémie va accélérer le basculement de l'économie mondiale vers l'Asie? On peut anticiper quasiment avec certitude qu'on aura le même phénomène qui s'était produit en 2008, c'est-à-dire que vous aviez eu déjà cette amorce de mouvement avec ce basculement vers l'Asie, surtout la Chine en l'occurrence, et aujourd'hui la crise va encore accélérer ce mouvement-là. Sachant ce qui est assez intéressant, effectivement vous le soulignez, lorsqu'on regarde l'Asie aujourd'hui, vous avez bien sûr une forme de reprise en V un peu incomplète en Chine, mais vous regardez la Corée du Sud, Taïwan, d'autres économies qui sont aussi très intéressantes en Asie, vous avez cette courbe de reprise en V, parce qu'il y a eu aussi une bonne gestion de la crise par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. Donc on a vraiment ce basculement qui va se poursuivre, avec aussi bien sûr, ça reflète quoi? Ça reflète une hégémonie économique, ça reflète aussi une hégémonie en termes d'innovation. On le voit très nettement. Donc la crise est toujours un accélérateur de changement structurel. 2008, ça a permis la montée de la Chine. On peut tout à fait anticiper que 2020 va permettre une montée plus globale de l'Asie. Il y a aussi évidemment un basculement entre les secteurs économiques, parce que évidemment cette crise est un accélérateur des mutations. On a beaucoup parlé de la numérisation, de la digitalisation, mais pas seulement. On voit des secteurs, on parlait pendant la publicité du secteur bancaire qui est à l'aube de profondes restructurations. Complètement. On sait qu'on va avoir une vague de licenciements dans les grandes banques européennes, c'est très clair, et probablement dès la semaine prochaine des annonces à ce niveau. Vous avez, bien sûr, c'est des secteurs finalement qui étaient en difficulté avant cette crise-là, même finalement avant 2008. 2008, ça a été un révélateur de fragilité du secteur bancaire européen. Vous rajoutez la réglementation qui a été mise en place entre-temps, vous rajoutez le fait que les banques aussi n'arrivent pas à comprendre, à utiliser leurs données. Ce qui est aberrant, par exemple, dans le secteur bancaire, c'est que les banques ont cette capacité d'avoir des données extrêmement vastes sur leurs clients. Ils savent tout sur nous. Ils savent tout. Ils pourraient donc nous fournir les meilleurs conseils d'investissement sur les plus adaptés, mais ne savent pas le faire. Il y a des problèmes informatiques, il y a aussi des problèmes tout simplement de management. Et force est de constater
constater que c'est une transition qui va être très compliquée pour le secteur bancaire. On s'attend effectivement à ce qu'il y ait à la fois des licenciements, mais il faudra aussi vraiment restructurer profondément le cœur de business. Il y a un contexte. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de la BCE aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre? Est-ce qu'elle a de quoi rassurer, et notamment les marchés actions, parce que ça peut encore lester la tendance? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à attendre? Est-ce que si elle met 500 milliards de plus en rachat, est-ce est-ce que ça va soulager les marchés ou pas? Ou est-ce que maintenant, c'est question de chiffre tout ça? Alors, 500 milliards, c'est effectivement le fameux consensus. C'est peu probable que ça survienne dès demain. Mais forcément, c'est aujourd'hui 15h à la Banque centrale. Ah oui, pardon, petite confusion sur le jour, mais j'ai fini tard hier. Excusez-moi. Aujourd'hui, donc, j'avais l'impression qu'on était mercredi. Mais force est de constater que le problème qu'on va avoir, c'est que 500 milliards ou même plus, supposons, est-ce que ça change vraiment la donne du point de vue économique? Ça peut rassurer les marchés financiers sur le court terme. Est-ce que ça change la donne du point de vue économique? Pas vraiment, il n'y a pas de problème de liquidité, de financement sur les marchés. Les entreprises se financent, y compris, on parlait des banques, mais elles se financent à des taux très très bas aujourd'hui. Donc il n'y a pas de réel problème aujourd'hui. Ce qui va être la vraie difficulté, c'est que la politique monétaire n'est pas en mesure de faire face à un second confinement, très très clairement. Voir si on va sur une échéance, on peut tout à fait penser qu'on a 3 confinements aussi, si on gère mal le déconfinement en Europe. Donc ça va être très compliqué. Il y a des attentes très importantes, alors que les banques centrales n'ont pas de réels moyens dans leur arsenal. Ou sinon, on se dirige vers d'autres hypothèses, c'est toutes les thèses d'hélicoptère monnaie, etc. Mais c'est peu réaliste en Europe, soyons francs. Alors j'ai une question. Saxo Bank a été racheté par un investisseur chinois, un groupe automobile, en l'occurrence. Vous êtes l'exemple de ce basculement de l'économie vers la Chine. Est-ce que vous connaissez les objectifs de votre actionnaire? Non. Alors, on a, grâce à notre actionnaire, on sait qu'il investit dans très nombreuses entreprises très différentes, pas uniquement dans le secteur automobile. L'objectif pour nous, c'était très clair, il y avait un choix qui devait être fait, c'est-à-dire est-ce qu'on allait être introduit en bourse ou est-ce qu'on préférait avoir un nouvel actionnaire majoritaire qui nous permet de conquérir de nouveaux marchés. Dans le secteur bancaire, c'est quand même l'Asie, la Chine. Et donc, on a eu cette chance-là avec Geely. On a la licence bancaire en Chine qui nous permet donc d'opérer désormais en Chine et de proposer nos services. On sait qu'il y a même si notre marque aujourd'hui est peu connue en Chine, on est adossé à Geely qui est un grand acteur local qui va nous permettre beaucoup de nous développer. Vous pourrez rentrer sur le marché déjà par le financement de l'automobile, crédit à l'achat. Ça fait partie des sujets. Il y a aussi tous les sujets d'investissement puisqu'on sait que les Chinois sont très intéressés par les investissements sur les marchés financiers. Donc on va apporter aussi notre expertise dans ce domaine-là. Merci Christopher Dembicq, chef économiste de Saxo Bank, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.